conférence. Alors, je vais laisser Yves Robitaille, Dr. Yves Robitaille, commencer la session puis expliquer un petit peu de notre chapitre aussi. Merci. On ne vous entend pas. Il fallait que je me démute. Alors, bon midi tout le monde. Docteur Put, à titre de présidente, est-ce que vous souhaitez... Oui, je vais prendre la parole. Parfait, merci beaucoup. Merci Pierre-Avinat. Donc, bienvenue tout le monde à notre première série de webinaires sur l'obésité. Mon nom est Dr. Daryline Put, je suis médecin de famille. Donc, notre groupe aujourd'hui, faisons partie d'Obésité Canada du chapitre montréalais. Donc, on est joint aujourd'hui par Dr. Yves Robitaille, par Dr. Alexandros Zarouk, par Alexandra Margina, qui est aussi nutritionniste. Donc, Obésité Canada, c'est un organisme de bienfaisance enregistré qui a pour but de vouloir améliorer la qualité de vie des gens vivant avec l'obésité. Donc, aujourd'hui, nous allons avoir 3 conférenciers qui vont nous présenter brièvement les lignes directrices canadiennes sur l'obésité. Donc, ce ne sera qu'un survol aujourd'hui puisque nous n'avons que 60 minutes. Donc, nous allons avoir 3 présentations. Une qui couvrira le côté médical par Dr. Yves Robitaille, une qui couvrira le côté nutritionnel par Mme Pierre-Avinat Pirametassan et une dernière qui couvrira le côté plus activité physique par M. Sajid Gunaratnam. Par la suite, après la fin de la dernière présentation, donc à la toute fin de l'heure, nous allons avoir une période de questions de 15 minutes. Donc, je vais vous demander d'écrire vos questions dans le chat pour que l'on puisse adresser les questions à la toute fin. Donc, à la fin de la dernière présentation, vers 12h45. Comme on sait que l'obésité, c'est une maladie chronique que l'on rencontre assez fréquemment en première ligne, mais par contre, on a remarqué que dans le cursus d'enseignement, on avait peu d'exposition à cette maladie-là, pas vraiment d'approche claire pour y faire face. Nous avons vu qu'il y avait un intérêt pour présenter les lignes directrices canadiennes afin que tous soient plus à l'aise avec cette maladie auprès de la clientèle, de la patientèle. Donc, sans plus tarder, nous allons débuter avec le côté médical avec Dr. Yves Robitaille, qui est interniste dans la région de Lanaudière. Merci. Cas vécu. 2 chats à la maison. Sushi et Tigrou. Sushi qui est une femelle née en 2016. Tigrou qui est un mâle né en 2017. Les 2 ont été stérilisés selon les exigences modernes envers les propriétaires de chats. Les 2 s'alimentent 2 fois par jour avec la même nourriture à partir d'un distributeur automatique qui, à 6 heures le matin et à 6 heures le soir, laisse tomber une quantité prédéterminée de nourriture que les 2 chats se partagent. L'hydratation est exactement la même, à même une fontaine d'eau. Les 2 ont accès à de l'eau à volonté. Sushi, notre femelle, est casanière. Elle reste à la maison. Quand elle ose sortir dehors, 2-3 pas dans le gazon, ça s'arrête là. Tigrou, toujours parti à la chasse. Ça fait pleurer les enfants, c'est leur désespoir. Ils courent en arrière, essaient de rattraper le chat qui va rentrer des fois le lendemain, va passer la nuit dehors, semble bien heureux de cette situation-là. Donc, un mâle sportif, une femelle sédentaire. Voici Sushi, ma femelle sédentaire. Voici Tigrou, mon mâle actif. Question. Est-ce que l'obésité est une simple question de choix? Ces 2 chats-là n'ont pas d'accès libre à la nourriture, n'ont pas accès à de la malbouffe,
ne peuvent pas manger leurs émotions entre les repas. Et on constate que le poids est inversement proportionnel au niveau d'activité physique. Yves Robitaille, mon nom. Je suis spécialiste en médecine interne, diplômé de 1996, un des 14 ou 15 médecins québécois diplômés de l'American Board of Obesity Medicine. Un de mes dadas midi est de vous convaincre que l'obésité est une maladie chronique et non pas une simple question de choix. Aucun conflit d'intérêt potentiel pour cette présentation-là. J'ai personnellement 2 objectifs. Je vais mettre l'emphase sur le premier, discuter de l'obésité en tant que maladie chronique, explorer les nouvelles lignes directrices pour la prise en charge de l'obésité. Et comme l'a mentionné Dr. Put, c'est vraiment un survol. J'ai une conférence de 2 heures montée sur l'obésité comme maladie chronique. J'ai à peu près 7 minutes pour vous en parler. Il y en a déjà 3 découlés sur le sujet. Alors, est-ce que l'obésité est vraiment ou pas une maladie? Puis, on a l'impression, en tout cas, les gens, comme au comité exécutif du chapitre Montréal d'Obésité Canada, on est des convaincus, mais on constate assez rapidement, dès qu'on sort de notre monde un peu renfermé, que la reconnaissance de l'obésité comme une maladie, ne serait-ce que comme une maladie chronique, est quelque chose qui est excessivement difficile. On sait même de façon un peu surprenante qu'une grande association professionnelle qui est Diététistes Canada a pris la décision récemment de ne pas reconnaître les lignes directrices d'Obésité Canada. Et il faut savoir que la pierre angulaire des lignes directrices d'Obésité Canada, c'est vraiment la reconnaissance de l'obésité comme une maladie, non pas comme une question de choix. Et les chapitres, les quelques chapitres parmi les 20 chapitres qui portent sur le sujet font un étalage assez complet du pourquoi. Pourquoi une maladie? Bien, écoutez, on se rabat simplement sur la définition de l'Organisation mondiale de la santé, sur leur définition de la maladie, qui, dans le fond, définit la santé comme étant un état complet de bien-être physique, bien-être mental, bien-être social, et ce n'est pas uniquement une absence de maladie ou d'infirmité. Donc, ça prend vraiment un état complet de bien-être dans les 3 sphères. Okay? Évidemment, le corollaire de ça, c'est que la maladie, c'est une brèche dans la santé. Okay? Donc, si on a une brèche, si on n'a pas un bien-être complet dans les 3 sphères, on a nécessairement une maladie qui n'est pas nécessairement physique, qui peut être psychologique, qui peut être au niveau social, mais il y a quand même un bris dans un bien-être complet. Alors, est-ce qu'on est en mesure de parler de l'obésité comme présentant des brèches dans un bien-être complet physique, mental et social? Bien, la réponse est évidemment oui. Il faut... c'est sûr que, bon, tu sais, à un moment donné, les gens vont riposter avec le concept que oui, mais il existe des obèses en santé, hein? Donc des gens qui souffrent d'obésité, qui ont un bilan métabolique complètement normal, qui ne présentent pas, pour l'instant, de difficultés avec leur obésité, mais il n'y a rien qui dit qu'éventuellement, à court moyen terme, ces gens-là ne développeront pas des complications mécaniques de leur obésité. Parce qu'il n'y a pas que les complications métaboliques. On a des complications mécaniques au niveau de l'obésité aussi. Fait, c'est facile dans une situation d'obésité de trouver une brèche quelconque dans un bien-être complet. Ceci étant dit, il y a en parallèle de tout ça, il y a un côté qui est délicat un peu, qui est toute la stigmatisation et que comme professionnel de la santé, on se doit d'écouter et de respecter. Il y a un mouvement, particulièrement chez des gens qui souffrent d'obésité, qui craignent, et probablement avec raison, d'être stigmatisés si on reconnaît l'obésité comme étant une maladie chronique, dans la mesure où ces gens-là vont comme devenir une espèce d'ennemi à abattre.
Puis, il faut être très, très sensible à ça et être capable de travailler dans la reconnaissance de l'obésité comme maladie chronique en tenant compte de cet aspect-là et de s'assurer que les personnes souffrant d'obésité vont demeurer des personnes libre choix de leurs décisions par rapport à leur santé et ne pas tomber justement dans la catégorie là, de ce que j'ai appelé l'ennemi à abattre. Donc, il y a une prudence à mettre là. Dans la reconnaissance de l'obésité comme maladie chronique, bien, écoutez, l'Organisation mondiale de la santé, l'Association médicale canadienne, Obésité Canada, The Obesity Society, l'ASMBS, qui est une association américaine de chirurgiens métaboliques et bariatriques, l'European Association for the Study of Diabetes et de nombreux autres, là, on aurait pu en faire pour 3-4 slides, là, sont toutes des organisations ou des sociétés savantes qui ont reconnu l'obésité comme étant une maladie chronique et certaines d'entre elles ont même donné à l'obésité sa lettre de noblesse qui est une pandémie dans le fond. Puis effectivement, on va constater qu'à travers le monde, il y a une augmentation de l'obésité un peu partout. Pourquoi l'obésité est une maladie? Ce n'est pas juste une question de choix, mais la science de l'obésité, qui est quand même quelque chose de relativement nouveau, nous a permis de mieux comprendre tout ce qui est la physiologie du contrôle de la faim de la satiété. On a identifié là, au-delà de 150 gènes qui sont impliqués dans la régulation du poids. Puis je vais mettre un bémol là-dessus. Il n'y a pas de régulation du poids. Notre organisme n'a aucune idée combien on pèse. Rappelez-vous que le poids, la pesée a été inventée par les Égyptiens dans l'Égypte ancienne pour faire du commerce. Et l'être humain étant particulièrement curieux, s'est mis à peser tout ce qui existait sur la planète, incluant son propre corps. Mais on n'a pas de balance intégrée. On a au niveau de l'hypothalamus des mécanismes qui vont gérer la faim et la satiété, mais la lecture et la réserve énergétique. Et non pas un chiffre, et non pas un poids, et non pas une tension dans les fascias du pied qui disent on est trop pesant ou pas. La lecture est une lecture métabolique, une interprétation des réserves d'énergie. Donc, quand on dit régulation du poids, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit surtout réserve énergétique, la faim et l'appétit. On identifie de plus en plus des bris et des dysfonctionnements dans ces mécanismes-là. Il faut être au courant aussi qu'au niveau de la régulation de la faim et de l'appétit, les systèmes mésolimbiques, corticolimbiques sont très, très près physiquement et il y a des interconnexions avec les centres hédoniques qui sont juste à côté, donc les centres du plaisir et compagnie. Et on sait qu'il va y avoir des mauvais signaux entre ces deux zones-là qui peuvent conduire les gens à manger pour toutes sortes de raisons. Il y a de la médication qui va introduire de la perturbation dans la régulation de la faim et de la satiété, particulièrement les antidépresseurs, les antipsychotiques. Donc, beaucoup de choses. On continue. On a documenté, par exemple, au niveau de l'hypothalamus, des récepteurs au GLP-1. Le GLP-1, c'est quoi? Le GLP-1, c'est une hormone qui est sécrétée par l'intestin quand la nourriture entre dans le grêle. Au niveau de l'hypothalamus, il y a aussi des récepteurs à la gréline. La gréline est une hormone qui est sécrétée par la muqueuse intestinale, pas intestinale, de l'estomac, je m'excuse, lorsque l'estomac est vide. Donc, si on a des récepteurs de ces hormones-là au niveau hypothalamique, c'est qu'il y a des connexions entre les deux organes qui vont interagir de façon complexe afin de réguler de façon très ténue la réserve énergétique. On sait que la chirurgie bariatrique, que certains appellent la chirurgie métabolique, va modifier le milieu hormonal. On a maintenant la notion là, de l'influence du microbiote. Il y a des études de transfert de sel qui ont été faites chez l'animal qui permettent de faire engraisser ou maigrir des souris uniquement en faisant des greffes de sel sans modifier la diète et ainsi de suite. Donc, on a maintenant une panoplie d'éléments physiologiques, pathologiques qui nous permettent vraiment d'étoffer l'obésité comme étant une maladie. Se rappeler, j'en ai parlé, le poids, ce n'est pas une maladie, ce n'est même pas un problème de santé. De la même façon que la température, ce n'est pas une maladie,
c'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, la fièvre. Donc, on ne doit pas s'intéresser aux chiffres, on doit s'intéresser aux mécanismes au pluriel qui conduisent à une accumulation excessive de réserves énergétiques. Donc, c'était mon survol de l'obésité comme maladie. J'espère avoir renforcé la conviction de ceux et celles qui le sont et d'avoir jeté un doute dans l'esprit de ceux et celles qui croient que l'obésité n'est pas une maladie. Deuxième objectif qui concerne les lignes directrices ont été publiés l'automne dernier. Grosse refonte, dans le fond, des lignes directrices de 2006. Et les lignes directrices sont disponibles à cette adresse-ci sur le site web d'Obésité Canada et dans les lignes, dans le chat, Nathalie Dumas a mis le lien francophone vers les lignes directrices. Donc, vous pouvez retrouver la totalité des 20 chapitres de la ligne directrice, des lignes directrices, avec une couverture, je dirais, qui est assez complète. Moi, je dirais, je suis fier du travail qui a été fait par les gens qui ont œuvré là-dessus. On parle de la reconnaissance de la maladie. Il y a des chapitres sur la science de l'obésité. Il y a d'excellents chapitres sur l'évaluation médicale, paramédicale. Évidemment, les chapitres sur les thérapies sont présents et assez bien étoffés. Je dirais, moi, la seule dissonance que j'ai trouvée dans les lignes directrices, c'est que, puis ça démontre bien la situation actuelle, c'est que dans les premiers chapitres, on étale à quel point on devrait arrêter de parler de poids puis parler d'adiposité. Mais à la fin, quand on tombe dans les chapitres sur les thérapies, tout est axé, en tout cas, au moins du point de vue médical, sur le poids. Donc, il y a encore du travail à faire de ce côté-là. Il y a de bons chapitres aussi sur les technologies émergentes, la santé de la femme, les populations indigènes ainsi que les produits commerciaux, là, les programmes Weight Watchers et compagnie. Là. Les grands principes des lignes directrices, puis on va terminer là-dessus. La reconnaissance que l'obésité est une maladie chronique complexe qui évolue, qui est récidivante. C'est une maladie chronique, donc on n'en guérit pas. Il faut travailler à la contrôler. Le problème n'est pas le chiffre sur la balance, mais une accumulation excessive de réserves énergétiques sous forme de gras. C'est ça qui est nuisible à la santé. Le deuxième point majeur dans les lignes directrices, c'est la reconnaissance des préjugés, de la stigmatisation des personnes souffrant d'obésité. Et il y a des études qui ont démontré que cette stigmatisation-là est un facteur d'augmentation de la morbidité et mortalité qui sont associés à l'obésité, et ça, indépendamment du poids, de la masse corporelle. Troisième principe directeur, c'est la reconnaissance, la discussion des avancées sur la connaissance de la science de l'obésité, du traitement de l'obésité. Quatrième principe directeur, gestion de l'obésité qui doit obéir à des principes fondés sur les données probantes qui concernent la gestion des maladies chroniques, l'implication du patient dans les soins, mais surtout lâcher, abandonner puis aller bien au-delà du fameux conseil mange moins, bouge plus, puis ça va s'arranger. C'est faux. Tous les patients qui viennent dans mon bureau ont tenté de manger moins, de bouger plus, puis ils n'ont pas les résultats escomptés. Donc, intervention fondée sur les données probantes, y compris la thérapie nutritionnelle médicale, l'activité physique, les approches psychothérapeutiques, pharmacothérapie, chirurgie. Donc, les 5 grands principes, encore une fois, les 20 chapitres se retrouvent sur le site d'Obésité Canada. Et rendu là, je vais céder la parole à ma collègue Piravina qui va vous entretenir sur la thérapie nutritionnelle. Parfait. Alors, merci beaucoup, Dr. Robitaille, pour la première partie de notre présentation, nommée l'obésité, un défi interdisciplinaire de taille. Alors, moi, je suis Pravina. Je vais juste changer mon diapo. Je couvrirai la partie de nutrition des lignes directrices d'Obésité Canada. J'ai quelques divulgations parce que j'ai des affiliations et j'ai travaillé avec quelques compagnies, des entreprises depuis les dernières 2 ans. Alors, les objectifs, et ce que moi, je vais vous parler, c'est de comment appliquer les recommandations des nouvelles lignes directrices canadiennes sur la thérapie nutritionnelle médicale, qui est en lien avec la gestion de l'obésité, et prochainement, comment sélectionner les interventions nutritionnelles appropriées dans le contexte d'obésité.
Alors, selon le National Academy of Medicine, ils définissent la thérapie nutritionnelle comme le traitement d'une maladie ou d'un état par la modification de l'apport en nutriments ou en aliments complets. Le traitement nutritionnel est administré toujours par un nutritionniste fondé sur des preuves qui aident à traiter ces conditions médicales. Et les composants essentiels sont l'évaluation, le diagnostic nutritionnel, les interventions et la surveillance avec un suivi continu pour soutenir des changements de mode de vie à long terme et ensuite aussi évaluer les résultats et modifier les interventions aux besoins. La nutrition est en fait une des pierres angulaires de la prévention et du traitement du diabète et aussi l'obésité, et elle vise à améliorer ou maintenir la qualité de vie. Et c'est vraiment une équipe de travail parce que les nutritionnistes sont toujours impliqués dans leur équipe, ils travaillent avec les médecins, les kinésiologues et beaucoup d'autres professionnels de la santé pour améliorer et maintenir la santé du patient. Alors, au niveau de Obésité Canada, il suggère quelques recommandations. On va focuser sur quelques points. Alors, le premier, c'est de personnaliser les recommandations nutritionnelles chez la personne vivant avec l'obésité, peu importe leur poids, afin qu'elle respecte les valeurs, les préférences, les objectifs thérapeutiques individuels. Et c'est pour vraiment offrir une thérapie nutritionnelle qui est sécuritaire, efficace, adéquate au plan nutritionnel, culturellement acceptable et abordable afin d'en favoriser l'adoption à long terme. Les adultes aussi devraient bénéficier de voir et aussi être suivis par la nutritionniste pour améliorer certains paramètres pondéraux, leur tour de taille, leur contrôle glycémique, leur bilan lipidique et aussi leur pression artérielle. On continue. En fait, nos patients qui vivent avec l'obésité, ils ont aussi le choix de trouver plusieurs différentes thérapies nutritionnelles avec l'aide du nutritionniste. Et comme je disais, c'est pour vraiment améliorer les paramètres de santé et peuvent adopter les schémas ou les approches alimentaires qui sont les plus susceptibles de respecter à long terme. Et ce que nous, on devrait focuser sur, c'est qu'il n'y a pas un seul modèle en matière d'alimentation saine. Il n'y a pas un one size fits all. Et on veut vraiment choisir un modèle alimentaire que la personne peut maintenir présentement et aussi à long terme. Alors, on veut les enseigner à manger en toute conscience et aussi favoriser une relation saine avec leur nourriture et alimentation. Ici, pour les personnes qui vivent avec l'obésité ou le prédiabète ou le diabète, ils vont bénéficier aussi d'une certaine perte de poids pour améliorer leur contrôle glycémique, leur tension artérielle et aussi leur bilan lipidique. Et à la fin, nous recommandons vraiment une approche non axée sur les diètes pour améliorer la qualité de vie, les paramètres psychologiques comme le bien-être général, la perception de l'image corporelle, les paramètres cardiovasculaires, le poids corporel, activité physique, la fonction cognitive et les comportements alimentaires. Ici, je vous montre l'algorithme pour la thérapie nutritionnelle. On va toujours commencer par demander la permission au client, alors ask, pour voir si le ou la patiente est prête pour faire un changement. Ensuite, nous allons fournir des conseils, alors advise, où on va offrir et renforcer des nouveaux messages pour eux et ça va vraiment impliquer des informations telles que parler de leur santé, des habitudes durables et aussi établir une saine relation avec leur alimentation. Et on va suivre avec Agree and Assist. Alors, on va aider aux patients d'accepter et aussi de travailler avec un nutritionniste. Et par la suite, le patient peut choisir les schémas ou des différentes approches alimentaires. Et si nécessaire, ils peuvent également suivre une intervention intensive avec une équipe multidisciplinaire. Et à la fin, on va toujours surveiller nos patients et les évaluer et réévaluer à la fin.
OK. Une autre chose que je veux indiquer, c'est que la perte de poids, c'est pas toujours par un déficit calorique. Alors, la recommandation commune qu'on entend beaucoup, c'est qu'un déficit calorique de 500 kilocalories par jour ou 3500 kilocalories par semaine produit 1 livre de perte de poids. C'est actuellement pas valide parce que la perte de poids n'est pas linéaire et tout le monde est différent. Et en fait, au niveau de la restriction calorique extrême, ça peut influencer les circuits neurobiologiques qui contrôlent l'appétit, la faim, les fringales et la régulation du poids corporel, ce qui peut résulter en augmentation de la consommation alimentaire et aussi une prise de sang. Et négativement, il peut avoir des conséquences sur la santé des os et la force musculaire. C'est-à-dire, c'est vraiment de travailler avec les patients pour trouver une façon qui va être plus durable pour eux selon leur mode de vie. Ici, je vous montre une étude de Polidori et al. Qui ont démontré que l'appétit, en fait, augmente de 100 calories avec chaque livre de perte de poids perdu dû au mécanisme de contre-régulation des hormones de faim. Une autre méta-analyse de Johnston et al., ils ont utilisé 48 essais contre les randomisés avec plus que 7000 patients qui vivaient avec l'obésité. Ils ont vu qu'il n'y avait aucun changement à 12 mois avec la perte de poids entre les différentes diètes, telles que la diète faible en glucides, faible en gras, haute en protéines et haut en gras. Et pour les macronutriments, ils ont effectué aussi d'autres études où ils ont utilisé les patients qui vivaient avec le diabète de type 2 et aussi l'obésité. Ils ont utilisé les régimes pauvres en glucides et riches en gras ou en protéines pour voir si ça améliorait les glycémies à jeun et les triglycérides. Alors, ceux qui ont vu, c'est ça. Oui, ils ont certainement amélioré les glycémies à jeun et les triglycérides, mais ça, c'était à court terme et l'amélioration était non soutenue à 12 mois. Alors, c'est-à-dire que on peut peut-être voir des choses à court terme, mais il faut toujours s'assurer qu'on va suivre les patients à long terme, puis s'assurer qu'on ne va pas avoir des effets négatifs. Et une autre chose, c'est qu'avec les régimes pauvres en glucides et riches en gras, ça peut diminuer les triglycérides, augmenter le cholestérol HDL, aussi augmenter le cholestérol LDL et le cholestérol non HDL et le apolipoprotéine B, mais on n'a pas assez de recherche à long terme. Au niveau des micronutriments, en fait, il y a un risque accru des carences en micronutriments, y compris, mais sans limiter, pour la vitamine D. La prévalence est jusqu'à 90 %. C'est théorisé par une diminution de la biodisponibilité de la vitamine D car elle est sécrétée dans les tissus adipeux ou peut-être même en raison d'une dilution volumétrique. Quant au modèle alimentaire restrictif, la chirurgie bariatrique, l'utilisation de la pharmacothérapie et les interactions médicaments-nutriments, ça aussi, ça peut entraîner d'autres carences en micronutriments comme la vitamine B12, fer, et on a quelques recherches qui parlent aussi des carences de vitamine B1, la thiamine et aussi le magnésium. Maintenant, on va parler plus des régimes alimentaires. Alors, selon Obésité Canada, il y a plusieurs différents régimes alimentaires qui aideront à améliorer le poids, la contrôle glycémique, le profil lipidique et aussi la tension artérielle. Alors, moi, je vais souligner quelques-uns que vous connaissez peut-être et d'autres qui vont être plus nouveaux. Alors, en premier, on a l'alimentation de type méditerranéenne. Alors, voici la pyramide de régime méditerranéenne. En haut, vous voyez les aliments qui devraient être consommés moins par rapport aux
repas qui contiennent des aliments que nous devrions consommer plus. Ce régime est une façon de manger basée sur la cuisine traditionnelle des pays qui bordent la mer Méditerranée. Et les principaux composants du régime comprennent la consommation quotidienne des légumes, de fruits, des grains entiers, des graisses saines, la consommation hebdomadaire de poissons, de volailles et des haricots, des légumineuses et des œufs. Et on va vous suggérer aussi des portions modérées des produits laitiers et un apport limité de viande rouge. Ici, un autre qui est souligné par Obésité Canada, c'est le régime Portfolio. Ce régime a été développé par le docteur David Jenkins à Toronto. C'est un régime végétarien modifié qui met l'accent sur des aliments qui peuvent baisser le cholestérol LDL. Et ces aliments sont les protéines de soya, les noix, les plantes stéroles et les fibres solubles. Et les études ont démontré qu'on peut avoir une réduction de 20 à 30 du cholestérol LDL si le patient suit ce type de régime. Au niveau de l'indice glycémique, cette approche consiste à classifier les aliments selon leur impact sur la glycémie. Alors, l'indice glycémique est une valeur attribuée aux aliments en fonction de leur teneur ou de la rapidité avec laquelle un aliment augmente la glycémie. Alors, les aliments à faible indice glycémique ont tendance à libérer du glucose lentement et régulièrement. Et les aliments riches en indice glycémique libèrent rapidement leur glucose. Et vous voyez la différence avec les différents aliments ici. Je vous montre voici la ressource produite par Diabète Canada pour les différents aliments et leurs indices glycémiques. Et maintenant, on a le régime DASH. C'est un régime alimentaire mettant l'accent sur la consommation élevée de fruits, de produits laitiers faibles en gras, des légumes, des céréales, de noix et des légumineuses alimentaires et aussi une faible consommation de viande rouge et des produits transformés. Vous voyez qu'ici, il y a des portions spécifiques recommandées qu'on peut consommer par jour ou par semaine. Et dernièrement, on a le régime nordique. Comme son nom l'indique, le régime nordique comprend des aliments d'origine locale ou traditionnellement consommés au Danemark, en Finlande, en Norvège et en Suède. Ce régime comprend les céréales à grains entiers, comme le seigle, l'orge et l'avoine, les baies et d'autres fruits, et aussi certains légumes, en particulier le chou, les légumes racines comme les pommes de terre et les carottes qu'on voit ici. Et au niveau des poissons, on a du saumon, le maquereau et le hareng, et on peut aussi consommer des légumineuses. Et il ne faut pas oublier, au niveau de notre guide alimentaire canadien, le Canada est diversifié et on a beaucoup de personnes qui viennent de différentes origines. Lors du recensement de 2011, plus que 200 origines ethniques ont été déclarées. Alors, dans notre environnement de travail, nous pouvons travailler avec des patients qui viennent de différentes cultures. Et lorsqu'il s'agit des conseils nutritionnels, on peut utiliser ce guide alimentaire, mais il faut aussi enseigner les bases et ça peut aider avec aussi les planifications des repas. Il est essentiel de faire attention à les préférences culturelles et situations financières et les contraintes de temps. Et je vous montre aussi les différentes assiettes santé que j'ai ici, l'assiette africaine et caribéenne. Vous voyez que c'est différent selon les différents aliments que cette population consomme. L'assiette asiatique, c'est pas tout à fait comme le guide canadien, c'est un petit peu différent, c'est en forme de bol, et l'assiette sud-asiatique. Et finalement, au niveau de la santé, nous devons personnaliser les recommandations pour tous nos patients parce que nous, on est des experts en soins de santé, mais c'est vraiment les patients qui sont les experts quand il s'agit d'eux et aussi de leur vie. Et
Maintenant, je laisse la parole à Sajid Gunaratnam, kinésiologue. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Madame Pravina. Mon nom, c'est Sajid Gunaratnam. Je suis kinésiologue au CSUS de l'Est de l'île de Montréal, spécifiquement au Centre d'expertise en maladies chroniques. Aujourd'hui, je suis avec vous, en fait, pour parler du volet de plus de l'activité physique. Alors, à l'horaire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler des bénéfices de l'activité physique pour une saine gestion du poids, ainsi que des recommandations et les lignes directives canadiennes sur l'activité physique en lien avec la gestion de l'obésité. Alors, pour débuter un peu les chiffres, l'activité physique en quelques chiffres, l'enquête québécoise qui a été faite sur la santé publique en 2014-2015 a démontré que 41 de la population québécoise arrive à atteindre le niveau supérieur recommandé de l'activité physique, qui est catégorie active de 300 minutes d'activité physique d'intensité modérée et de 150 minutes d'intensité élevée, tandis qu'un tiers de la population québécoise est considérée sédentaire. Et on a aussi remarqué que les hommes étaient plus actifs que les femmes. Évidemment, ça, c'est une enquête qui a été faite en 2014-2015 et vous voyez que déjà un tiers de la population était inactive. Alors, imaginez maintenant comment ça pourrait être la situation avec la pandémie puis nos habitudes de vie qui ont changé. Alors, avant même de débuter, ça serait important de définir c'est quoi l'activité physique. Il y a plusieurs définitions qui sont données présentement. La principale, c'est la plupart du temps, on l'utilise, c'est celle de Kaspernen en 1985. Il a dit que l'activité physique, en fait, peut se définir comme tout mouvement produit par le muscle musculo-squelettique de façon à produire une augmentation de la dépense énergétique par rapport au métabolisme de repos. Alors, dès qu'on fait un mouvement, on est considéré qu'on fait de l'activité physique, mais c'est important de distinguer deux types d'activité physique. Alors, le mode de vie actif et la pratique de l'activité physique. Le mode de vie actif, c'est être actif au quotidien. Alors, à la maison, dans les déplacements, au travail. Alors, on passe plus de temps en action qu'assis durant la journée. Tandis qu'une pratique d'activité physique, c'est une activité qui est structurée, répétée plusieurs fois durant la semaine. Alors, si c'est quelqu'un qui va au gym rester régulièrement, c'est considéré comme une pratique d'activité physique parce que c'est assez structuré. Alors, des exercices de cardiovasculaire, musculaire, etc. Alors, les bénéfices pour faire l'activité physique, comme vous savez, il y en a plusieurs. Moi, je vais en nommer quelques-uns. Les principales, en fait, ça prévient les maladies chroniques comme les cancers, le diabète de type 2, les maladies du cœur et l'obésité. Ça permet d'éviter les décès prématurés, évidemment. Ça permet de maintenir une bonne santé mentale, d'avoir une meilleure énergie et bien-être. Ça améliore le sommeil, évidemment, parce qu'au courant de la journée, on dépense plus d'énergie, alors on dort mieux durant la nuit. Et ça permet de diminuer le tabagisme, vu que le focus est plus sur l'activité physique. On prévient, en fait, on fume moins. Ça améliore aussi l'attention, la concentration et les fonctions cognitives. Et ça augmente l'autonomie, les capacités physiques. Alors, ça réduit le risque d'ostéoporose et des chutes. Vu qu'avec l'âge, les muscles s'affaiblissent, alors les capacités physiques sont importantes. Alors, l'autonomie est très importante de travailler dessus. Et l'os et les muscles, en fait, ça permet de solidifier et maintenir une bonne masse musculaire, puis ça diminue les symptômes de l'arthrite. Alors, comment l'activité physique prévient en fait l'obésité? C'est une question que plusieurs personnes se posent. Alors, en faisant l'activité physique, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça augmente la dépense énergétique totale. Alors, ça permet de maintenir l'équilibre énergétique ou même de perdre de poids. Alors, ça permet en fait aussi de diminuer la graisse autour de la taille et la graisse corporelle totale. Alors, ça permet de ralentir le développement, de l'obésité abdominale. Et les activités de renforcement musculaire aussi, ça renforce la masse musculaire. Alors, on augmente l'énergie que le corps brûle tout au long de la journée, même au repos, alors qui facilite un peu le contrôle du poids. Et l'activité physique aussi, ça réduit la dépression et l'anxiété. Évidemment, quand on est dépressif, on est anxieux, on prend plus de poids, alors ça améliore notre humeur, puis on est plus motivé à maintenir un programme au fil des années. Alors, évidemment, on bouge pour lutter contre l'obésité et l'embonpoint. Alors, les questions qui se posent souvent, c'est quoi les études qui ont été faites en lien avec l'obésité et l'activité physique? Il y a une absence, en fait, malheureusement, de preuves directes de causalité entre l'activité physique et la prévention de l'obésité, mais il y a plusieurs ressources qui montrent qu'il y a des preuves indirectes que l'énergie qu'on a besoin au courant de la journée ont diminué à cause de la vie quotidienne qu'on vit présentement. Alors aussi, ça a été démontré que l'augmentation de l'activité physique en ajoutant tout simplement 20 minutes de marche rapide par jour, ça diminue de mortalité de 24 chez les personnes de poids normal, puis de 16 chez les personnes obèses. Alors, c'est quelque chose de très, très énorme. Alors, c'est vraiment mettre d'emphase sur une concentration sur pour la promotion de l'activité physique pour la santé plutôt que pour le poids.
Et l'augmentation, évidemment, de l'activité physique au niveau de la population a non seulement le potentiel de lutter contre le problème d'obésité, mais ça permet également de résoudre plusieurs problèmes clés de santé qu'on peut vivre au courant de notre vie. Alors, comme j'ai dit, ce n'est pas un lien direct, c'est un lien indirect qu'on peut se faire. Alors, dès qu'on augmente le niveau d'intensité physique, le type ou la duration d'intensité, on diminue le comportement sédentaire qui fait qu'on augmente la dépense énergétique, qui fait diminuer la masse grasse et on maintient ou on améliore la masse musculaire et le bien-être psychosocial qui augmente aussi. Le maintien du poids, évidemment, le taux d'obésité peut diminuer, comme j'ai dit, ça peut. Ça peut diminuer le gain de poids en fonction de l'âge et le gain de la taille en général. Alors, on peut se faire une pyramide sur l'activité physique. J'adore les pyramides. Alors, la première étape, ce serait vraiment de travailler, d'être physiquement actif chaque jour. Par exemple, le jardinage, la marche, les escaliers, tondre le gazon et les travaux ménagères. Par la suite, on fait une accumulation de 30 minutes par jour d'activité physique d'intensité modérée, comme la marche, la jogging et les sports. Et par la suite, on augmente, en fait, on participe à des activités qui augmentent la force, la flexibilité et des activités de loisirs de 2 à 3 fois par semaine. Et on limite l'inactivité physique et les habitudes sédentaires, comme le temps qu'on passe sur la télévision, l'ordinateur, les temps assis ou sur les téléphones intelligents, évidemment, qu'on vit présentement. On ne veut pas prendre plus que 30 minutes assis ou debout. Ça a été prouvé aussi que plus que 30 minutes, ce n'est pas des bienfaits pour votre santé. Les recommandations canadiennes en tant que l'activité physique présentement plus adulte, cardiovasculaire, c'est les mêmes pour les personnes qui sont considérées obèses, pour les gens qui sont même âge de 18 à 64 ans. Il n'y a pas de clé. En fait, la fréquence, c'est vraiment le maximum. Il faut avoir le plus possible. Normalement, les recommandations, les guidelines, c'est environ 5 jours et plus par semaine d'exercice aérobique pour maximiser en fait la dépense énergétique. La durée, ça a été démontré que dès que vous faisiez 10 minutes d'activité physique, il y a des bénéfices pour vous. Souvent, les gens ils disent qu'il faut faire plus longtemps pour avoir les bénéfices, mais non, déjà, si vous faites 10 minutes, il y a des bienfaits. Normalement, on demande aussi de faire 45 à 50 minutes, 60 minutes d'activité aérobique d'intensité modérée chaque jour. Alors, c'est vraiment un effet cumulatif qu'on vit présentement. L'intensité, ça peut varier d'une personne à une autre, mais plus qu'il s'intéresse, il y a plus de bénéfices. Alors, normalement, je commence toujours avec une intensité modérée chez ces gens-là. Puis, graduellement, après 4 à 12 semaines, on fait une évaluation, on peut augmenter l'intensité. Souvent, le chiffre qu'on donne aux gens, c'est le 150 minutes. Je sais que tous les intervenants souvent utilisent le 150 minutes. Mais si vous faites 45 à 60 minutes en plus que 5 jours, ça vous fait atteindre facilement 300 minutes. Que normalement, les personnes qui sont considérées de surpoids ou l'embonpoint, on vise le 300 minutes, mais c'est très, très difficile avec ces gens-là. Et le type, c'est vraiment d'augmenter progressivement les activités physiques d'intensité modérée sans poids. Pour débuter, il faut vraiment commencer sans vraiment utiliser des haltères ou des matériels, vraiment travailler avec leur poids corporel pour commencer. Alors, qu'est-ce qu'on entend par intensité modérée ou intense? C'est quelque chose, c'est aussi une autre affaire qu'on a des fois, on a essayé de comprendre, mais on ne comprend pas du tout. La notion d'intensité, c'est vraiment sur la puissance ou le niveau d'effort qu'on met quand on fait l'activité physique ou on pratique l'activité physique ou on fait l'activité physique. Alors, l'intensité, ça peut varier d'une personne à l'autre, dépendamment de son expérience et son niveau de condition physique. Là, je vous donne vraiment des exemples en global, mais comme j'ai dit, ça varie d'une personne à une autre. Alors, une activité physique d'intensité modérée, ça serait comme marcher une pas vif, danser, jardiner, travaux ménagères et domestiques, participer activement à des jeux de sport avec des enfants, sortir des animaux domestiques, réparation de toiture ou peinture, soulever ou déplacer des objets lourds. Ou des activités qui sont considérées comme intensité élevée, c'est comme courir, faire du vélo à vive allure, faire de l'aérobie, nager à vive allure, faire des sports de jeux de compétition, faire des travaux de force, soulever ou déplacer des lourdes charges. Comme vous voyez, en fait, il y a des exercices, comme des activités physiques que vous faites de modéré qui peut changer en élevé aussi, dépendamment de l'intensité que vous mettez, évidemment. Alors, comment qu'on peut assurer qu'on a une bonne progression? Il y a plusieurs façons de l'évaluer. Les 3 principales qu'on utilise la plupart du fois, c'est le degré d'essoufflement, l'échelle de Borg, alors la perception de l'effort, ou le pouls ou la fréquence cardiaque. Alors, l'intensité légère, c'est quand on commence à sentir un petit peu chaud légèrement, on augmente la fréquence respiratoire. L'intensité modérée, c'est quand on est un peu plus chaud, alors on augmente encore plus la fréquence respiratoire. Puis quand c'est élevé, c'est vraiment quand c'est vraiment chaud, là, que vous n'arrivez plus à parler, puis vous êtes essoufflé.
L'échelle de box, c'est une autre une affaire comme souvent les intervenants utilisent, comme les kinésiologues qu'on utilise souvent. Celle-là, c'est évalué sur 10, mais il y en a qui c'est sur 20, et ainsi de suite. Là. Mais sur 10, c'est vraiment, quand c'est 10, c'est vous êtes vraiment, l'intensité est très, très, très élevée, tandis que 1, c'est très, très, très légère. Puis ces gens-là, on essaie souvent de viser entre 3 et 5. Évidemment, comme j'ai dit, ça varie d'une personne à l'autre. Ça peut qu'on commence avec 1 ou 2, puis 5 à 6, mais souvent, on essaie de rester entre moins que 8. Et comme j'ai dit, on peut évaluer le pouls ou la fréquence cardiaque aussi, qui peut être une des façons pour voir la progression, en fait, quand on fait l'activité physique. Alors, quelle est la quantité d'activité physique qu'il faut faire? C'est une question qu'on se pose tout le temps aussi. C'est toute activité aide. Alors, une activité modérée apporte des bienfaits pour la santé. L'important, c'est de vraiment travailler avec le patient, de l'enseigner à écouter son propre corps, voir son seuil de douleur, qu'est-ce qu'il est capable de faire, puis l'adapter l'intervention en tant que telle. Puis, éventuellement, si ces gens-là, c'est quelqu'un de très, très sédentaire, c'est qu'il faut commencer graduellement, environ 10 minutes par jour. Déjà, en partant, pour eux, ça va être une grosse affaire. Alors, c'est vraiment des petits changements qu'on fait qui amènent une grosse amélioration à la fin. Alors, comme j'ai dit, ces gens-là, le but, ça ne serait pas de donner un programme d'entraînement parce qu'il y a des gens qui vont suivre à la lettre le programme d'entraînement, mais tandis que d'autres, c'est vraiment difficile. Il faut que vous trouviez une façon, dans l'intervention, d'intégrer des changements d'habitude de vie pour intégrer comme l'activité physique. Alors, la première chose à faire, c'est vraiment de réduire les comportements sédentaires. Alors ça, je vous donne encore quelques exemples. Si c'est quelqu'un qui stationne le plus proche du magasin, demandez-le de stationner un peu plus loin puis marcher. Si c'est quelqu'un qui fait sortir le chien en arrière dans son cours, demandez de le sortir, en fait, de faire une promenade au parc, par exemple. Si c'est quelqu'un qui prend l'ascenseur à domicile ou au travail, demandez de prendre les escaliers. Je sais que les escaliers, c'est un peu plus difficile, même moi, j'ai de la difficulté, mais si jamais c'est 3 étages, par exemple, essayez de faire un étage avec les escaliers, puis les 2 autres étages par l'ascenseur, déjà en partant, ça serait parfait. Utiliser la voiture aussi pour faire les commissions, ça serait très, très... il y a des gens qui utilisent souvent, mais demandez-leur de marcher pour faire les commissions. Si ce n'est pas trop, trop loin, demandez-leur de marcher aussi. Puis si c'est quelqu'un qui détend quand les enfants jouent, que si vous avez des enfants, évidemment, essayez de l'impliquer, en fait, dans leurs activités, dans les activités qu'ils font avec les enfants. Ça va être des bénéfices pour vous et pour votre enfant en même temps. Alors, les conditions de la réussite, il n'y a pas de secret. Hein. Le but, c'est vraiment de proposer des activités qui sont adaptées, qui sont sécurisantes pour la patiente ou la patiente, hein, évidemment. Le but, c'est vraiment qu'ils se sentent en sécurité. S'ils ne se sentent pas en sécurité, il y a des fortes chances qu'ils abandonnent le programme ou l'intervention que vous faites. Ça doit être progressif et sans risque ajouté. Dès qu'ils voient un risque, ils ont l'intention de ne pas en faire. Puis en fait, il faut faire tout ça pour que ça se rende plus régulière et permanente pour que les comportements soient durables avec le temps. Alors, l'objectif à viser, c'est vraiment parler avec la patiente, voir c'est quoi les objectifs réalistes. Discuter en fait des attentes non réalistes, des obstacles et des inconvénients au processus de perte de poids et maintien de saines des habitudes de vie. Encore une fois, je vise sur disant qu'il faut miser sur la croissance de l'activité physique et l'amélioration de la santé. C'est vraiment de l'amélioration de la condition physique en général et la santé en général et non perte de poids. C'est quelque chose que mes collègues ont dit aussi. Souvent, les gens qu'on a, ils vous disent « Ah, je veux perdre autant de poids dans cette telle date, telle heure. » Mais non, il faut éviter de faire ça. L'objectif, c'est pas ça vraiment. C'est vraiment d'accroître l'activité physique pour d'autres bienfaits. C'est vraiment de réduire les comportements sédentaires avant même d'ajouter des activités qui sont plus structurées, puis viser en fait une augmentation substantielle de la dépense calorique par l'activité physique. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on veut viser? C'est la perte de poids, ça ne doit pas être le seul résultat par lequel le succès de l'activité physique est jugé. Alors, on ne veut pas juger parce que l'activité physique est bon si seulement vous perdez de poids, non. Et l'augmentation de l'activité physique doit être en partie des stratégies pour une meilleure gestion de l'obésité, comme mes collègues m'ont dit. Ça doit être intégré dans les interventions cliniques pour une meilleure contrôle du poids. La quantité spécifique d'entraînement ou d'activité physique, désolé, qui aide à permettre la perte de poids est en fonction, puis ça diffère d'un individu à l'autre. Mais en général, quand on augmente l'activité physique, on a plus de chances d'avoir un succès. Puis l'exercice, comme vous savez, un rôle majeur en fait dans le maintien de la santé et du bien-être et la qualité de vie. Alors, allez hop, on bouge. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je laisse la parole à Darlene. Parfait.
Bien, merci beaucoup pour la présentation, Sajid. C'était très complet. Et merci beaucoup à tous nos conférenciers aujourd'hui, Dr. Yves Robitaille, Pierre Avina, Pierre Hassan et Sajid Gunaratnam. C'était un beau survol sur une approche sur l'obésité. Ça nous donne le goût d'en connaître davantage. Malheureusement, on a juste 1 heure. Alors, on a reçu quelques questions. On pourrait les adresser au fur et à mesure. Tout d'abord, c'était des questions plus d'ordre logistique, à savoir si on pouvait donner une attestation de présence aux gens. La réponse, c'est que, en fait, la présentation n'est pas accréditée, donc ça ne vaut pas grand-chose pour vous d'avoir une attestation de présence. Donc, la réponse, ça va être non pour l'attestation de présence. Ensuite de ça, l'accès au PowerPoint. Dr. Yves Robitaille a accepté de partager son PowerPoint. Je demanderai aux 2 autres conférenciers s'ils accepteraient aussi pour le partage. Oui, je peux le partager, pas de problème. OK. Puis, Sajid aussi. OK, très bien. Donc, à ce moment-là, on mettra les présentations sous forme de PDF, puis on vous l'enverra en même temps qu'on enverra le sondage aussi, le questionnaire post-présentation. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez cliquer sur le lien aussi dans le chat. J'ai laissé le lien pour le sondage. Donc, ça nous aiderait beaucoup à mieux cibler les futures présentations puis évaluer aussi votre intérêt sur de futurs sujets. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez le remplir. Ensuite, 3e question, c'est par rapport aux antidépresseurs antipsychotiques. Donc, est-il vrai que les antidépresseurs antipsychotiques ont un effet important sur l'obésité, car plusieurs patients refusent de les prendre pour ces raisons? Et est-ce qu'il y a un moyen de contrecarrer ces effets secondaires? Oui, j'ai déjà répondu dans le chat à la question. Je vais le faire verbalement. Oui, effectivement, là, les antidépresseurs, en fait, pas tous les antidépresseurs, mais certains antidépresseurs, certains antipsychotiques sont reconnus pour provoquer un gain pondéral. Le plus classique avec les antidépresseurs, c'est des tricycliques. Puis, Dr. Zarouk faisait remarquer aussi dans un commentaire qu'on est en saison d'allergie et il y a des antihistaminiques aussi qui sont réputés. Je veux dire, la liste est longue, là, mais il y a un tableau dans les lignes directrices d'Obésité Canada. Vous allez retrouver la liste des médicaments les plus obésogènes dans différentes catégories et les choix à privilégier qui ont moins d'impact sur le poids. Ça, je pense que c'est la chose à faire primordialement, c'est-à-dire de choisir les molécules. Et après ça, particulièrement quand on prescrit des antipsychotiques, il y a la metformine qui a démontré sa capacité à limiter le gain pondéral associé aux antipsychotiques. Puis moi, je suis d'avis, étant donné le profil très sécuritaire de la metformine, que si vous prescrivez des antipsychotiques, vous devriez considérer, surtout chez les gens qui sont à risque, donc les gens qui sont déjà en surpoids, qui ont des éléments de syndrome métabolique, là, vous devriez considérer mettre de la metformine d'emblée. Quand vous prescrivez à ces gens-là. Particulièrement, c'est un antipsychotique qui a la réputation de faire augmenter le poids. Très bien. Puis, est-ce que le gain de poids lié aux médicaments est uniquement au début du traitement? C'est changement de dose. C'est Mm-hmm. changement de dose. On le voit particulièrement au début du traitement, mais un changement de dose peut provoquer aussi un regain pondéral. L'autre chose, la metformine, en tout cas, moi, je n'ai pas à mon esprit d'études avec les antidépresseurs, mais je l'ai utilisé à quelques reprises. Je ne prescris pas d'antidépresseurs, mais chez des patients qui recevaient des antidépresseurs à potentiel obésogène, chez qui j'ai prescrit de la metformine et j'ai quand même réussi à obtenir une certaine perte de poids. Ce n'est pas juste une question d'antipsychotique. On va le voir aussi avec des antidépresseurs, ce phénomène favorable-là. Parfait, merci. Merci beaucoup. Une autre question, plus pour Sajid, c'est les applis comme le QB. Qu'est-ce que vous en pensez? Le QB, en fait, c'est bon. C'est souvent, en fait, il y a plusieurs patients qui l'utilisent aussi. C'est plus les gens qui sont plus limités aussi. Ça travaille plus le bas du corps, évidemment, mais comme d'autres applications en tant que telles,
appareils, désolé, qu'on peut utiliser. Il y a le tapis roulant, le vélo stationnaire, mais évidemment, s'ils sont plus limités, on veut éviter d'utiliser un tapis roulant avec eux. Alors, un QB, c'est parfait pour débuter au moins, puis éventuellement de changer l'appareil aussi préférablement, mais ça travaille vraiment le corps bas du corps, principalement. Alors, mais il y a quand même des bienfaits de faire le QB, mieux que rien. Parfait, merci beaucoup. Et pour Pierre Ravina, des applis recommandés en termes nutritionnels, au journal Oui, alimentaire, ces choses-là? parfait. Merci pour la question d'Arlene et Alexandre. En fait, je n'utiliserai pas des applis qui vont compter les calories parce qu'on veut vraiment encourager les patients de suivre une alimentation plus saine et qui est durable. Alors, nous, on a axé sur la restriction calorique. Moi, souvent, je conseille comme Nourishly ou même Quinoa, comme Medina vient de aussi mentionner. Alors, c'est vraiment d'encourager les gens de faire des changements qui sont capables à maintenir. Oui, merci. Parfait, merci beaucoup. Puis, une personne posait comme question, où se situe le LCHF dans les lignes directrices canadiennes sur l'obésité? Donc, ça, c'est le low carb, high fat. Donc, un type d'alimentation particulier. Donc, ça, je pense que ça s'adresse à Pierre Ravina, plus au niveau nutritionnel. Oui, je vais demander aussi à Alexandra si elle veut aussi faire ses commentaires. Alors, oui, vas-y. Oui, donc en fait, c'était concernant MyFitnessPal. Oui, en fait, c'est ça. Si c'est des applications qui focusent un petit peu plus sur le comptage de calories, c'est sûr que ça peut tomber dans l'autre côté. Donc, comme Piravina a dit, on essaie vraiment de mettre l'accent sur la diversité des aliments plutôt que de compter les. Non, en fait, il y avait une question aussi sur le low carb, high fat, LCHF, sur le type d'alimentation ou le type de diète low carb, high fat. Oui, alors on avait mentionné ça sur un diapo. On a vu si c'est vraiment toujours le choix du patient. Alors, s'ils sont quelqu'un qui veut vraiment le suivre, on va être là pour être la professionnelle de la santé qui leur accompagne parce que c'est mieux qu'eux, ils cherchent les informations d'une professionnelle comme la nutritionniste au lieu d'aller sur l'Internet et trouver quelqu'un qui n'a pas vraiment une bonne formation ou des conseils qui sont basés sur l'évidence. Alors, c'est au niveau de ce type de régime, on a vu que oui, ça va améliorer certains paramètres au niveau des triglycérides et aussi les triglycérides et le bilan sanguin au niveau des contrôles glycémiques. Mais surtout, on n'est pas très certaine si la personne va être capable de continuer ce type de régime à long terme. Puis aussi, il va avoir aussi des carences en micronutriments. Alors, il faut faire attention, mais c'est toujours le choix du patient. OK, parfait. Donc, vous n'êtes pas contre, mais on accompagne le patient à travers cela. OK, parfait. Merci beaucoup. Puis, une question pour Dr. Yves Robitaille. Vos recommandations comme approche pour les gens avec un IMC de 40 et plus. Donc, ça fait allusion à l'obésité, le stade 3, sévère. Et qui reconnaît et qui ne reconnaît pas un problème. Je pense que c'est un élément important de la question, qui vient de Dr. Zarouk, qui est un autre expert québécois dans l'obésité. Mais c'est vrai à tous les IMC. Puis, je vais donner mon opinion là-dessus, puis après ça, je demanderai à Dr. Zarouk de débloquer son micro puis de donner la sienne. Écoutez, dans le traitement de l'obésité, là, bien honnêtement, on peut à peu près rien faire si on n'a pas la reconnaissance, si on n'a pas la collaboration du patient. Puis une situation comme celle-là vient un peu toucher avec quelque chose que j'ai effleuré, là, qui est l'aspect stigmatisation, le mouvement qu'on retrouve chez beaucoup de personnes souffrant d'obésité là, qui ne veulent pas être reconnues comme étant des malades pour toutes sortes de problèmes. L'adhérence thérapeutique va être très, 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 très difficile chez ces gens-là. La perte de poids, c'est 80% de la thérapie nutritionnelle. La pharmacothérapie vient appuyer tout ça, mais encore faut-il vouloir la prendre et accepter les effets secondaires. Même si on avait une indication formelle chirurgie bariatrique dans une situation comme celle-là,
on n'y pense même pas. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut juste accueillir puis accepter la position du patient, mais tout en continuant vraiment à refléter le fait qu'on n'est pas d'accord avec lui, qu'on va respecter là où il est, puis on va respecter ses limites, ses contraintes et je dirais dans une certaine mesure, son désir de ne pas reconnaître pour l'instant qu'il y a un problème de santé qui est là et continuer à faire des interventions en étant très prudent afin de ne pas perdre le lien thérapeutique avec ce patient-là. Je ne sais pas, Dr. Zarouk, de ton côté, si tu as une stratégie qui est un peu différente, mais c'est un vrai défi. C'est un très grand défi, numéro un. Numéro deux, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit, Yves. Et puis, on se rappelle quand on a commencé à faire de la consultation au niveau de la cessation tabagique, on leur demandait si on pouvait aborder le sujet. Et si c'était un non, bien, on changeait, puis on revenait la prochaine fois et on revenait la prochaine fois. Ce que j'aime faire personnellement, c'est toujours parler du continuum. Le continuum où, lorsqu'on parle d'une personne qui est en surpoids ou qui vit avec l'obésité, avec un IMC élevé, puis ils nous disent « Ah non, mais j'ai aucun diagnostic, j'ai aucun problème, je suis en santé », c'est là que je leur fais réaliser que le continuum fait en sorte que présentement, on est en santé. Présentement, il n'y a pas de diagnostic de poser. Mais je leur fais juste réaliser, sans pousser trop, en leur faisant réaliser que le continuum est déjà parti. La pendule est déjà partie. Et puis le problème, c'est que la pendule, on le sait, dans la plupart des maladies chroniques, lorsque la pendule commence, c'est très difficile de la faire revenir. Très difficile. Alors, je peux juste leur rementionner ceci. Et puis, je leur dis, mais rappelez-vous que le moment où vous êtes prêts à parler de n'importe quelle approche, je suis présent également. Mais je sais que c'est un défi, un grand défi, justement, lorsque nos patients ne reconnaissent pas nécessairement que l'obésité est un problème. Et il y a certains de nos patients, dans certaines cultures, on sait qu'être en surpoids, c'est un bon signe, c'est un signe de santé. Oui. C'est un excellent point que tu soulèves avec le continuum. Hein? Puis si on fait juste regarder côté glycémie. Oui. Juste un instant, Dr. Robitaille, je m'excuse. Juste mentionner qu'il est 13h04, donc on avait l'heure. Donc, ça se peut qu'il y ait des gens qui quittent. Je ne sais pas si les conférenciers veulent quitter ou doivent quitter parce qu'ils ont d'autres obligations professionnelles. Mais si jamais dans l'audience, il y a des gens qui recommencent à travailler à 13h, si on comprend que vous devez quitter. Les conférenciers, si vous désirez continuer, vous le pouvez. Mais si vous avez d'autres obligations, on comprend cela aussi. Oui, ben moi, effectivement, je vais devoir retourner à mes occupations professionnelles, mais je voulais quand même compléter pour le bénéfice de tout le monde. Oui. Quand on parle de continuum, hein, si on regarde sur la glycémie, c'est beaucoup plus facile de prévenir un prédiabète en traitant l'obésité et de faire régresser la condition. Quand on avance, c'est beaucoup plus facile de faire régresser un prédiabète que de faire régresser un diabète. Puis quand on arrive au diabète, dans le fond, là, il est comme un peu, il n'est pas trop tard parce qu'on peut intervenir et contrôler le diabète. Mais quand on veut faire régresser dans la dysglycémie, ça devient excessivement plus difficile. Donc, c'est important d'avoir le plus possible d'intervention précoce. Puis il faut avoir une discussion à ce sujet-là avec nos patients. Parfait. On pourrait en parler des heures et des heures. C'est un sujet passionnant. Donc, écoutez, merci beaucoup à nos conférenciers d'aujourd'hui, Dr. Yves Robitaille, Pierre Ravina, Pierre Amethasan et Sajid Gunaratnam. Donc, aujourd'hui n'était qu'un premier volet d'une multitude qu'on voudrait faire par rapport à l'obésité. Donc, le prochain qu'on voudrait faire serait cet automne pour approfondir un peu plus le sujet. Donc, vous allez recevoir le sondage par courriel également par rapport à l'appréciation de la présentation d'aujourd'hui, ainsi que des sujets futurs dont vous voulez discuter. Également, vous allez recevoir les présentations pour ceux qui le désirent. Puis, on est en train de voir si l'on pourrait avoir aussi l'attestation de présence parce qu'il y a des gens qui disent que même si ce n'est pas accrédité, ça les aiderait pour avoir leurs heures, leurs unités là, par année, leurs unités de formation.
C'est beau. Donc, sur ce, merci beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. À la prochaine. Parfait. Merci beaucoup.